Bonsoir Sophie Fontanelle, bonsoir Salut. Isabelle Cramp. Sophie Fontanelle, vous êtes journaliste et écrivaine et vous faites partie du comité scientifique de l'exposition Vêtements modèles dont nous allons parler maintenant. Isabelle Cramp, bonsoir. Vous êtes la commissaire générale de cette exposition et vous êtes la fondatrice de De Toujours. Et il me semble que pour comprendre Vêtements modèles, eh bien, il faut expliquer en quelques mots ce qu'est De Toujours. C'est une plateforme sur Internet qui a comme mission, que j'ai inventée, de distribuer les fabricants qui ont un vêtement qui est devenu maintenant vêtement modèle avec Colline Zellal, ma commissaire associée et conservateur du patrimoine au MUSEM, qui a trouvé ce nom excellent pour définir ce que l'on fait, qui sont ces vêtements qui ne sont pas faits pour le cycle de la mode, mais pour des métiers, des sports, des traditions, qui font que quel que soit le cycle de la mode, ils sont toujours fabriqués à l'identique avec leur usage premier qui a défini leur design. Donc ici, le beau et l'utile se confondent. Se rejoignent. Qu'est-ce qui vous a donné à toutes les deux ce goût du patrimoine du vêtement, du vêtement modèle, justement ? Nous, on se connaît depuis quelques années et j'ai tout de suite adoré cette relation qu'elle avait fétichiste, en fait, un peu aux vêtements. Elle va à la source des habits. Moi, je suis critique de mode, notamment, entre autres, et moi, je travaille sur des vêtements qu'on fait maintenant et qui sont souvent inspirés. Par exemple, là, je porte un kilt, mais il vient de chez Fendi, voilà. Et elle va vous expliquer la source de ça. Je porte une chemise de toujours, une chemise de prêtre, non ? De prêtre, oui. Et je porte même des petites claquettes, même si ce sont des Miu Miu. Elle sait parfaitement. Elle distribue ces petites claquettes. Donc voilà, la mode réutilise ces vêtements en permanence. Alors Isabelle, comment est né Vêtements modèles ici au MUSEM, Musée de Société et de Civilisation ? Eh bien, dans mon activité de recherche des sources du style, j'ai eu la chance d'avoir accès au MUSEM qui montre en ligne beaucoup de ses collections patrimoniales textiles, puisque le MUSEM est un musée de société, mais aussi un musée qui a bénéficié des collections des arts et traditions populaires, du musée des arts et traditions populaires, mais aussi des collections exceptionnelles du musée de l'Homme, ce qui fait qu'ils ont une collection qui est assez rare et il est assez rare aussi de pouvoir la consulter en ligne. D'autre part, le président du MUSEM, Jean-François Chounier, s'habille un peu en uniforme de travail avec, c'est connu de tous les gens qui travaillent ici, il met tout le temps des vestes de travail Lafond et en bon connaisseur, il se trouve que c'est la source de l'industrialisation de ce vêtement de métier qui a pour origine plutôt une forme qui a un rapport avec le compagnonnage. Et donc je me suis permise d'envoyer un jour un message à Jean-François Chounier en lui disant, parce qu'il était client chez De Toujours, que l'idée de cette exposition était une valorisation de ce patrimoine puisqu'il existait toujours et que le MUSEM conserve ce patrimoine et nous, on défend le fait que ce patrimoine soit encore vivant avec ses fabricants qui continuent d'exister et qui préservent ce savoir-faire hors des cycles donc, de la mode. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour dans l'exposition pour voir à quoi ça ressemble. Voilà pour une première partie de l'exposition. Sophie Fontanelle, quand on parle de vêtements modèles, est-ce qu'on parle d'une exposition de mode à proprement parler ? Moi, je trouve que oui. Puisque c'est réutilisé par des gens qui sans cesse le remettent à la mode. Je ne parle pas de le faire différemment, mais même en prenant directement un débardeur, ils le portent en se sentant à la mode. Donc je pense que oui, mais j'aime bien, moi, à l'Obs, où je suis critique de mode, j'aime bien toujours dire les habits. Moi, je dis même pas vêtements, je dis habits. Parce que un peu suranné, c'est joli, habit. Je sais pas, ça fait comme un ami, voilà, mais moi j'ai un rapport complètement charnel à ça, donc ça me dérange pas, mode.
Très bien. Là, on l'a vu, on a vu le débardeur et le bleu de travail, deux vêtements dont l'histoire a pas mal évolué, je crois, à travers les époques. Ce qui est fascinant avec ces vêtements, c'est qu'ils passent d'un usage vraiment spécifique, que ce soit pour le débardeur et le bleu, ils ont une racine un peu commune. Ce sont des vêtements de travail, même si la spécificité du débardeur, c'est aussi d'être un vêtement de dessous, qui est devenu un vêtement de dessus. C'était d'abord un vêtement d'homme ou d'abord un vêtement de femme? Alors le débardeur est un symbole de virilité dans l'inconscient collectif parce que c'est un débardeur d'homme, bien sûr, et d'un travailleur. C'est le corps qui est à l'effort. Ça vient d'un métier d'homme, le débardeur. Débarder vient débardeur vient du mot débarder, qui est le travail des dockers qui débardent les colis. Donc, et le point commun entre ces deux vêtements, c'est aussi qu'ils ont été à un moment pris par des artistes d'avant-garde, des personnages, des phénomènes de société qui les ont fait basculer dans la société. Le débardeur, il y a sans doute une signature des garçons qui un jour décident de se couper les cheveux après la guerre de 14-18, quand on essaye de réinventer un peu ce à quoi doit ressembler la société. C'est l'affiche de l'expo, non? J'adore la René Perle avec un débardeur sans soutien-gorge. C'est tout à fait. On a du mal à percevoir que, quoique avec la pudibonderie actuelle, on peut s'en douter un peu, mais le courage qu'il fallait dans les années 20 pour se couper les cheveux et porter ce débardeur sans soutien-gorge, c'est une grande liberté. Et très vite, le débardeur va être quelque chose qui porte beaucoup du genre, de s'amuser avec le genre du mâle alpha qui est représenté à l'origine par ce vêtement. Et le bleu de travail. Et qu'on salue, hein, le mâle alpha, on le salue. Oui. Alors le bleu de travail, en quelques mots? Et le bleu de travail, c'est un vêtement qui parle de la classe ouvrière, qui parle aussi du compagnonnage, du savoir-faire, puisqu'il est bleu, mais il est noir quand c'est la charpente, il est beige quand c'est les tailleurs de pierre. Il y a cette codification. Mais après, on va voir que pour des raisons idéologiques, pour parler du point de vue de l'ouvrier, que ce soit de gauche ou de droite, on parle habillé en ouvrier avec la charge symbolique de ce vêtement. Et puis, il va être plusieurs fois réinterprété aussi quand la société doit réinventer une manière de vivre. On se dit quel vêtement va être le vêtement de l'homme moderne, et ça va être vrai dans les années 20, ça va être vrai après 68. On pense aux vêtements de travail, puisque là, on n'est plus dans l'apparat, on est dans l'utilité pure. Donc c'est en 68 à peu près qu'on peut dater le fait que la mode récupère les vêtements de la rue ou les vêtements ouvriers? Non, moi je pense que ça est venu même à d'autres moments. C'est-à-dire qu'en 68, sur le bleu de travail, oui, mais c'est venu. Quand on voit Dali avec ses espadrilles, il récupère quelque chose qui a un vêtement, une chaussure qui a une fonction. Hein, toi, tu sais ça mieux que moi. Il récupère une chaussure qui a une fonction, tout simplement parce que ça lui plaît, trouve ça chic. En fait, c'est aussi une union. C'est parce que c'est pas. On pourrait penser que c'est pré-bobo, quoi, de tout d'un coup prendre des vêtements de travail alors qu'on n'est pas un travailleur manuel. Mais c'est aussi une fusion et une union et une communion du travail intellectuel et du travail manuel. Je trouve ça beau. Et parfois, c'est aussi un hommage, non? Je pense par exemple à Simon Porte-Jacquemus qui remettait sur le devant du podium le magnifique chapeau provençal. On a des images de son défilé. C'était au Mucem en 2017, organisé dans le cadre du festival Open My Med par la maison Mode Méditerranée. Quand il fait ça, quand il remet le chapeau provençal, c'est quoi? C'est un hommage? C'est une réappropriation? Pour moi, parce que je suis critique de mode, je ne sais pas ce que Isabelle en dirait, mais pour moi, cet homme, il s'enracine. Il va dans le monde entier, mais il s'enracine. Il part toujours de sa racine. Il ne nie jamais qu'il vient d'un milieu d'agriculteurs, même si c'était peut-être des gens qui avaient très bien réussi là-dedans. Il est enraciné sans cesse. Et quand il montre le chapeau de paille ou quand il montre une grande robe blanche de lavandière ou de je ne sais quoi, tout le temps, il dit d'où il vient, voilà. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne faire un tour dans l'exposition parce qu'on n'a pas tout vu. Non, 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 non.
Bon, ça y est, là, on a vu les 5 vêtements. Donc, il y a le débardeur, le kilt, le bleu de travail, les espadrilles et le jogging. Pourquoi ces 5-là, Isabelle Cramp? C'était une typologie qui nous semblait assez complète parce qu'il y a une jupe, même si c'est une jupe d'homme au départ, une veste, un top, un pantalon et une paire de chaussures. D'autre part, il y avait aussi cette idée de ne pas prendre que du Made in France parce que notre propos n'est pas de défendre le Made in France, c'est de valoriser l'aspect culturel du vêtement et de dépasser la culture du logo pour aller dans la curiosité, chercher la source, la comprendre et toute la charge qu'elle draine avec elle, et puis aussi un peu réfléchir au système de la mode et à sa circulation à travers les époques. Et en ce sens, vous ne pouviez pas trouver mieux finalement qu'un musée de société comme le MUSEM pour être témoin et passeur de ce courant qui tend vers une consommation raisonnée, que vous avez déjà toutes les deux depuis très 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 longtemps, le vintage, la source. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir ici des vêtements dans le musée. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Le textile, comme on dit. Elle dit, c'est du textile. Et c'est comme ça qu'on dit dans les milieux muséaux. Et ça fait du bien. Je pense que les gens qui vont venir voir l'expo, ils vont voir, c'est sensuel. Donc, ça valorise en fait l'être. Les vêtements qu'on se met sur nous, c'est pas juste parce qu'on est des crétins et qu'on veut consommer. Et voilà, c'est pas juste ça. Puis il y a une période où on se pose la question du durable. Ici, on a la réponse du durable avéré. Donc réfléchissons sur l'existant de manière scientifique avec l'aide du MUSEM, du ministère de la Culture, avec tout ce savoir-faire à qu'est-ce qui est durable dans ces vêtements? Pourquoi ils ont traversé les époques? On voit dans toute l'exposition ce vêtement sur toutes sortes de personnes qui ont disparu. Et le vêtement est là, toujours à l'identique. Et il est plein de secrets, des secrets de fabrication et des secrets symboliques. On va en voir des secrets de fabrication dans un instant. Sophie Fontanelle, vous dites que pour vous, l'élégance, c'est le luxe le plus abordable. En fait, comme Isabelle, vous préférez le style à la tendance, quoi. C'est vraiment ça qui pourrait résumer. Oui, que j'avais été appelée par TED pour faire une conférence TED. J'avais dit voilà, l'élégance, c'est vraiment le luxe, c'est vraiment le luxe. L'élégance est le luxe le plus abordable qu'on puisse s'offrir. Et j'en suis absolument convaincue. Et au lieu de critiquer la mode et tout ça, on ne devrait jamais oublier ça. On ne devrait jamais oublier qu'avec très peu de vêtements, et qui sont souvent pas si chers, on peut vraiment être extrêmement chic. Alors, il faut encore que ce soit une valeur, parce que peut-être que c'est moins une valeur aujourd'hui d'être chic. C'est une valeur thérapeutique reconnue. Par exemple, auprès de Ruffo, le médecin, soigne aussi avec le vêtement. Le vêtement, c'est la chose la plus proche du corps humain et ça mérite d'y réfléchir de manière globale. Bon, j'aurais pu rester avec vous des heures, mais il va falloir qu'on aille, qu'on avance un peu. En plus, on bronze, donc on est à fond pour rester. On est vraiment très bien. Cheveux, c'est parfait pour nous. Merci beaucoup, Sophie Fontanelle, d'être venue nous voir ici au MUSEM. On vous retrouve dans toutes les publications que vous avez citées, mais aussi sur Instagram où votre compte est particulièrement drôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je repars avec elle. Je peux repartir avec elle? Non, je la garde. Vous pourrez lire ce que fait Sophie dans le catalogue. Et on va en parler après. Ne vous inquiétez pas. Vous pensiez vraiment que j'allais vous oublier. Le monde de demain ne se fera pas sans les traditions d'hier. Et parmi celles que vous défendez, Isabelle Cramp, il y a la fameuse botte camarguaise. La seule, la vraie, qui au départ est une botte d'équitation. Et nous avons la chance, grâce à vous, de recevoir Fanny Agulon. Bonsoir, Fanny Agulon. Bonsoir. Vous êtes la co-gérante de la Botte Gardienne. Isabelle, venez avec nous, je vous en prie. Vous êtes la co-gérante de la Botte Gardienne. C'est une maison fondée en 58 et labellisée, alors attention que je ne me trompe pas, entreprise du patrimoine vivant français en 2007. Vous êtes la dernière maison à fabriquer la botte camarguaise dans la pure tradition. C'est bien ça? Oui, c'est absolument ça. Et vous n'êtes pas venu les mains vides parce que je vois beaucoup de choses sur ce plateau. Oui, alors là, je vous ai amené les principales étapes de la confection d'une botte camarguaise. Il y en a plus de 150, mais je l'ai résumé en 5 étapes. Parce que là, il n'y en a pas 150, on est d'accord? Non, on a fait court. Il faut venir visiter l'atelier pour tout savoir. Donc 150 étapes. Combien d'heures de travail pour une botte? Pour une botte, il faut compter 2 heures et demie de travail. Oui. Et c'est fabriqué par 17 paires de mains. 17 personnes pour fabriquer une paire de bottes? Absolument. Ok, ça s'appelle du patrimoine. Allons-y, on vous écoute.
Voilà, alors d'abord, ça consiste à couper le cuir. On prend du cuir de très belle qualité, du cuir français avec des propriétés extraordinaires, des cuirs retannés à la graisse chaude qui font qu'ils vont se patiner et durer aussi longtemps. Mais alors, si on les coupe, on a des chutes. J'imagine qu'on ne gâche pas de chutes. Oui, absolument. Depuis le départ, on fabrique des bottes et dans les chutes de cuir, on fabrique des sandales. C'est pour ça qu'on a une gamme qui va de la sandale à la botte cavalière. Ok, on apprend quelque chose. Donc, on coupe le cuir. Ensuite, après la coupe, on passe au piquage. Donc, il y a plusieurs étapes, plusieurs machines différentes pour piquer les différentes matières ensemble. Et on passe de la 2D à la 3D. Une fois que c'est coupé, on passe dans le petit train du montage. Donc, toutes ces étapes sont le montage. On va aller, avec une forme à l'intérieur, mettre en forme la chaussure. Première étape, ça va être couper, coller. Couper quoi, pardon? Couper quoi? En fait, là, après, on va aller... D'abord, on va la coller et ensuite, on va aller passer à la bande abrasive ici pour qu'on puisse coller, clouter et coudre la semelle. Et alors là, par exemple, combien de clous sur cette semelle? Devinez. Je sais pas, 45. Il y en a à peu près 80 et ce sont des clous en acier inoxydable. Ok, donc là on a cloué la semelle. Ensuite, voilà, elle est cousue, elle est clouée. Après, on va aller coller la semelle qui est en tannage végétal. Puis, on va aller assembler le talon qui est clouté aussi. Alors, si on regarde à l'intérieur, on va se rendre compte que les clous... Ok, je témoigne, c'est clouté à l'intérieur, mais je ne peux pas vous le montrer, c'est trop sombre. Mais d'accord, le talon est clouté, d'accord. Voilà, et là on voit que la chaussure est encore imparfaite et ensuite on va passer à la dernière étape qui est la finition et le bichonnage où on va aller rendre toutes les épaisseurs bien droites pour que la chaussure soit impeccable et prête à partir sur les pieds. Alors à chaque fois qu'Isabelle me parle de la botte gardienne, elle me dit elles sont à vie. Je dis mais non, en fait les chaussures sont pas à vie. Elle me dit si, celles-là elles sont à vie, on peut les faire ressemeler toute la vie. D'ailleurs vous les préférez très patinées, vous, je crois? Oui, c'est une botte qui au départ est un peu rigide, mais qui se fait au pied. Et en fait, après, on est complètement accro parce qu'elle est vraiment, elle devient, on se la fait soi-même sur mesure un peu. Donc plus on la porte, bon, c'est pas bon pour le commerce de répéter ça, mais c'est une botte qu'on garde longtemps. C'est une botte qui est faite pour être réparée, entretenue, et la maison les répare et les entretient très bien. La dernière fois que j'y étais, j'ai vu quelqu'un venir chercher sa réparation de bottes. Elle les avait depuis, je crois, 25 ou 30 ans. C'est incroyable. Est-ce que c'est un savoir-faire difficile à préserver, celui que vous avez entre les mains? Alors oui, c'est un savoir-faire difficile à préserver dans le sens où les métiers n'existent quasiment plus et il faut qu'on forme tout le monde sur place et ça prend plusieurs années. Donc en fait, c'est presque comme s'il y avait une école de la botte gardienne. Et oui, parce qu'on est les derniers, donc on n'a pas vraiment le choix. C'est le propos des entreprises du patrimoine vivant, qui est quelque chose qui est une espèce de comment dire, on va dire une fiscalité spéciale, parce qu'il faut tellement d'années pour avoir un artisan que même si les commandes de la botte gardienne explosaient, le temps de former les artisans, on ne suit pas si vite et on forme des gens qui deviennent des professionnels, donc il est nécessaire de les aider. Et à plein de niveaux, quelles que soient les tailles des entreprises qui fabriquent des vêtements modèles, ils ont besoin d'un soutien, aussi bien en consommation qu'en fonction, parce que le travail qu'ils font est exceptionnel aussi pour les humains qui travaillent avec eux, pour cette transmission de savoir-faire. Alors justement, vous, ça fait 10 ans que vous vous battez pour sauvegarder ce patrimoine du vêtement. Avec cette exposition Vêtements modèles, vous êtes on ne peut plus dans l'actualité aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez le chemin parcouru entre la création de Toujours et aujourd'hui l'affiche sur le fronton d'un des bâtiments du MUSEM? C'est pas rien quand même. Je pense qu'il y avait... Je suis fière que ce soit le service public qui ait soutenu cette démarche. Je suis fière que ce soit une institution française qui soit raccord avec l'actualité. Et qui se soit senti concerné par cette démarche et qui était déjà en conscience de la valeur de leur patrimoine. Et à bien des égards, je trouve que ça a beaucoup plus de puissance que n'importe quel marketing pour essayer de conscientiser les gens. Ici, on ne va pas parler d'argent, on va parler de culture, mais finalement, c'est le fait de consommer ces pièces, de les faire connaître et de les diffuser qui va préserver ces patrimoines. Il y a aussi quelque chose de drôle, c'est qu'il y a
a des petites entreprises, des petits ateliers, des entreprises familiales de taille moyenne. Certaines sont devenues de grandes industries. Et on souhaite à toutes les petites de devenir des grandes industries parce que comme ça, elles sont protégées par leur force. Et je pense même qu'un jour, peut-être, elles se fédéreront pour se protéger les uns les autres. Merci beaucoup Isabelle Cramp. Longue vie à cette exposition Vêtements Modèles qui a donc démarré aujourd'hui et qui, on l'aura compris, ne pouvait trouver meilleur écrin que le MUSEM, Musée de Société et de Civilisation. Merci beaucoup Fanny Agulon. Longue vie à la botte gardienne que l'on retrouve d'ailleurs dans la boutique éphémère qui a ouvert ses portes aujourd'hui au MUSEM. On retrouve la botte gardienne, tout comme on retrouve aussi les espadrilles, les marinières de la Marine nationale, le chapeau provençal, qu'est-ce que j'ai oublié, les bérets, les chapeaux de paille, bref, allez y faire un tour, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Le MUSEM, c'est bien plus qu'un musée. C'est vraiment un lieu, des passerelles, des restaurants, un jardin, mais aussi une librairie. Alors bien sûr, on y trouve les catalogues. Isabelle l'évoquait tout à l'heure. On trouve par exemple le catalogue de l'exposition Vêtements Modèles. C'est sûr, il y est à la librairie.